toutes et à tous, c'est Ama, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo de mardi. Aujourd'hui, Top Crypto, c'est jeudi, on va parler de quelques petites cryptos que vous m'avez proposées dans les commentaires et également sur le Discord des rois du marché. On parlera de CAPS, on parlera de ING, on parlera de DREP, une crypto qu'on n'a jamais abordée sur la chaîne des rois du Bitcoin, or disponible sur Binance comme sur Coinbase. On va en parler ensemble juste avant. On parle un petit peu de Bitcoin, on fera un petit tour sur Ethereum. Pour l'instant, je suis un petit peu entre deux eaux. Donc, quand j'ai quelques incertitudes, généralement, je n'agis pas sur ce marché. Je suis plutôt spectateur. Donc, je me positionne en tant que spectateur sur ce marché. Je vais vous expliquer tout ça pourquoi. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Je l'utilise personnellement depuis plusieurs années et m'offre d'excellents résultats et elle prend tout son sens aujourd'hui par rapport à tous nos investissements que nous avons mis depuis le 1er janvier 2022 et on revient à break-even. Est-ce qu'il faut maintenant vendre? Est-ce qu'il faut maintenant renforcer? Est-ce qu'il faut maintenant patienter? Parfois, la meilleure chose à faire est strictement de ne rien faire et prendre des profits lorsque celui-ci se présente et je suis très heureux de constater que beaucoup d'entre vous, sur cet intercycle, prennent des profits. Bon, on va parler de Bitcoin très rapidement. On avait travaillé sur ces parachain, ici pararange, pardon. Et on avait deux objectifs. Un objectif complètement polarisant. On fait bien office de résistance ici sur notre moyenne mobile 20 périodes en daily. Et elle fait bien office également par rapport à ce pararange de résistance, donc de support, pardon. Toujours intéressant de l'observer. On avait éventuellement un play ici pour aller chercher les 660 milliards de dollars de capitalisation sur Bitcoin, ce qui représenterait à peu près les 32 000, 33 000 dollars. Et on avait un objectif de cours sur les 0,618 qui correspondrait aux 48 000 dollars sur Bitcoin. Et très franchement, tant qu'on ne tape pas une des deux bornes, personnellement, je préfère pas agir. Puisque si on se le prend dans cette circonstance-là, on se retrouve à peu près au milieu d'un range, ou d'un potentiel range, ici qui viendrait chercher un premier arrêt et éventuellement une petite extension supplémentaire. Alors les idiotistes nous diront, est-ce qu'on est arrivé sur une O2C, pas O2C? Moi, personnellement, je vais vous la donner comme suit. Je pense que j'ai une 1, une 2, une 3, une 4 et potentiellement une 5. Et je ne sais pas si elle est finie cette 5-là, donc j'irai chercher les derniers convaincus qui pensent qu'on est sur le top, puisque si on essaye de chercher les tops, c'est toujours difficile, puisque ces tops-là, on les constate. Ici, c'est le top. Ah non, ici, c'est sûr que c'est le top. Non, ici, c'est bon, c'est le top, c'est sûr. Allez, c'est bon, ça distribue. Et bien non. Donc c'est ici le top? Non. C'est ici le top? Non. Bon, vous avez compris l'histoire. C'est un peu difficile d'aller essayer de vendre le top en permanence. Maintenant, si on veut jouer ce play, vous avez deux camps. Ceux qui sont patients et ceux qui sont un tout petit peu plus guerriers. Bon, le guerrier n'aura pas d'autre choix d'aller chercher les invalidations. Les invalidations, c'est généralement au-dessus des 618, qui serait un point de polarisation par rapport au cours. Généralement, ça réagit, ne serait-ce que les algorithmes réagissent. Donc si on se positionne exactement ici, c'est pas complètement délirant, dans une petite zone de rechargement de vente logique très court terme, je vais vous la prendre ensemble ici, regardez, on est bien dans une petite zone entre les 618 et les 686 de tout le précédent mouvement. Vous voyez combien faire des petites mèches. Donc algorithmiquement parlant, ça réagit. Si on se positionne là-dedans, et qu'on vient chercher en réalité les invalidations, grosso modo, 10%, quoi. Vous voyez? Voilà, 10-12% pour aller chercher nos invalidations. C'est à peu près ça, au-dessus des 48 000 dollars. Et il semblerait que beaucoup essayent de le jouer, ce coup-là. Et pour aller chercher plus bas, bien sûr, ratio de 1 pour 1, potentiellement. Donc pour aller chercher des équilibres de marché, revenir chercher des moyennes mobiles, notamment 50 périodes en daily, et ce qui correspondrait à des pararanges également. Et on peut même aller chercher une moyenne mobile 200 périodes pour aller chercher les 30 000 dollars, 31 ou 32 000 dollars. Le play est possible, 2,5 à contre-tendance, donc les plus difficiles et potentiellement les moins aisés. Maintenant, si on fait exactement la même chose et que vous le preniez en fait beaucoup plus haut, celui-ci, vous allez le prendre même énormément plus haut. Bon, ma foi, le risque management est beaucoup plus intéressant et on attendra donc des structures à ce moment-là. Et ces structures, vous pouvez éventuellement les avoir. Où ça? Juste ici. Si on venait en fait aller chercher sous les 40 000 dollars, le stop sera au-dessus des précédents high et on retrouve les 11, 12%, 10% précédemment, avec toujours des ratios de 1 pour venir chercher des supports, notamment aux alentours, départ à range, revenir chercher des déséquilibres de marché, réintégration du range précédent, et pourquoi pas aller chercher encore une fois une moyenne mobile 200 pour prendre les premiers TP, pourquoi pas. Donc, ratio de 1 pour 2, moins aisé, mais moins contraignant psychologiquement, et avec plus de certitude, si vous voulez. Donc, un petit peu difficile à essayer de jouer sur même des... Je reste en daily, je fais exprès de rester en daily, non pas rentrer en 4 heures en 1 heure, même s'il y a des plays à prendre en 4 heures en 1 heure, puisqu'on est en train en fait de travailler un range actuellement, et si on s'écoute, on est plutôt au milieu du range. Pourquoi?
Parce que ici, vous avez bien un range. Donc, vous tracez en fait deux petits indicateurs, deux petites lignes. Ici, 44 780 $. Si on vient briser, accepter en weekly, c'est boule comme on l'a fait précédemment. Et si on vient tout simplement aller chercher et clôturer en weekly en dessous des 40 000 $, c'est plutôt bear. Et là, on est bien dans un range. Généralement, quand on observe ça, c'est plutôt que le momentum est plutôt bullish. Pourquoi? Parce que les acheteurs se positionnent et les vendeurs prennent profit, voire se font déborder ici. Et c'est clairement pas ce qu'on veut observer quand on veut éventuellement jouer la contre-tendance. Donc je reste dans la tendance, mais mes objectifs de creux sont beaucoup plus bas, et à ce moment-là, je laisserai les vendeurs à découvert se gargariser. Je le rappelle, tout au long du cycle ou de ces intercycles, ça se passe toujours comme suit. Bitcoin donne le lead, donne le signal et donne la tendance, donne la direction et lance ses premiers flux. C'est exactement ce qu'on est en train d'observer ici. En deuxième lieu, les institutionnels commencent à se réintéresser à ce marché, et on est en train de le voir notamment au niveau de l'intérêt et des open interest et des volumes qui doublent, si on va voir sur CoinMarketCap d'ailleurs. Je ne vous l'avais pas dit, mais effectivement, on est un petit peu biaisé par rapport à ce qu'on est en train d'observer sur les différents exchanges. Mais si on prend CoinMarketCap, et on souhaiterait espérer que ce sera plutôt véritable et vérifiable, si vous prenez en fait ici les volumes, vous voyez, juste là, vol 24 heures, on est à 24 milliards de dollars, 25 milliards de dollars. Si vous baissez, vous êtes à 26 milliards, 20 milliards. Ici, 9 milliards dans les creux, vous voyez, 13, 20... Ici, 23, 13, 11, 14, 15, 2, etc. Vous avez compris en fait que pendant ces ranges-là, par rapport au flux qu'on est en train, ou le troisième flux qu'on est en train d'encadrer, on a doublé les volumes. Donc on peut partir du principe que ces volumes sont croissants. La question à savoir, c'est est-ce qu'ils vont diminuer, se stabiliser pour éventuellement entrevoir des corrections. Actuellement, je ne le vois clairement pas. Je ne l'anticipe pas. Pourquoi? Parce que je ne le vois pas. Et si je ne le vois pas, je ne peux tout simplement pas le jouer. Je vous ai donné un petit peu ma représentation et ma température. Parfois, ne pas trader, c'est trader. Et c'est d'essayer de continuer à alimenter nos billets de confirmation, d'invalidation pour essayer d'être le plus rationnel possible. Et actuellement, on est beaucoup trop polarisé. Je le dis très souvent, les trades les plus aisés sont généralement les plus perdants. Et les trades les plus ardus sont généralement les plus performants. Et lorsqu'on avait fait la semaine dernière un petit sondage sur Twitter notamment, vous étiez plus de 600 à répondre, est-ce que vous pensez qu'on ira d'abord voir les 53 000 $, ou plutôt retour à 32 000 $? Et c'était 51-49. Donc ça se polarise. Il faut qu'on crée des certitudes pour tenter de retourner les marchés. Et actuellement, il n'y a pas 80% de personnes qui pensent qu'on va aller faire les ATH. Et tant qu'on n'a pas ces 80% de personnes qui pensent qu'on va faire les ATH, à ce moment-là, c'est pas évident en fait à retourner ce marché. Il faut clairement des certitudes. Et demain d'ailleurs, comme ça me permet de me donner une forme de transition, c'est les 4 sorcières. Donc un mouvement de liquidité, un événement de liquidité. Et généralement, peu de traders chevronnés tradent pendant ces événements de liquidité. Donc encore une fois, je resterai très spectateur et en retrait de ce marché. Ça ne veut pas dire que je vends pour acheter moins cher, ça veut dire que je fais strictement rien. Voilà, tout simplement. Donc vendredi 15, on le regardera. Hier, il y a eu la Fed. C'est important aussi quand même d'en discuter ensemble. La Fed nous a expliqué quoi? Que plutôt dovish, côté Jérôme Powell, avec potentiellement, on entrevoit la possibilité de pouvoir baisser à 3 reprises de 0,25 points pendant l'année 2024 pour se retrouver sur un terminal aux alentours des 4,5% de taux d'intérêt aux États-Unis. Waouh, la boîte de Pandore vient de s'ouvrir. Cela ne veut pas dire, parce qu'en fait on l'avait sous les yeux par rapport au tapering ici, donc le QT par an, la réduction du bilan. Je rappelle que l'objectif de la Fed, et ça il l'avait déjà annoncé il y a plus de 18 mois en arrière, c'est d'avoir un objectif de 600 milliards de dollars au niveau de la balance de la Fed. On y est extrêmement loin. Donc est-ce qu'il est possible qu'ils continuent à aller chercher cet objectif, bien qu'on continue à diminuer les taux, et bien que tout est possible? Généralement, Jérôme Powell et tous les gouverneurs des banques centrales, ils réagissent à l'urgence. Donc, tant que les marchés se portent bien, tant que l'emploi se porte bien, tant que la croissance est forte, ou en tout cas, alors je dis forte, pas forcément saine, évidemment, en réalité, il n'y a pas vraiment en fait de quoi bouger. Donc, ils vont rester en fait sur ces lignées, et on dit très souvent qu'à l'aube d'une crise, ou en tout cas d'un retour à la réalité, un retour au marché au réel, généralement, ils se font de façon extrêmement violente par rapport à une mauvaise anticipation des banques centrales. Bon, ils sont aussi très spectateurs et réagissent dans l'urgence, donc subissent leurs propres décisions. Et généralement, ces décisions viennent un tout petit peu tard. Ce qui doit être considéré pour nous comme toujours des opportunités. Mais c'est plutôt intéressant de le voir puisqu'on peut quasiment acter aujourd'hui, de façon quasi certaine, qu'on ne remontera pas les taux. En tout cas, rien ne l'indique aujourd'hui, ni l'inflation, ni le chômage, ni rien du tout.
Donc techniquement, plutôt dovish, et un discours plutôt dovish, avec même une première approche au niveau de la réduction des taux au niveau de 2024. Et ça a tout de suite été répertorié au niveau des opérateurs de marché. Donc on reste comme ça fin janvier 2024, et puis on commence d'ores et déjà à tomber 0,25, puis 0,25, puis 0,25, puis 0,25, puis 0,25. Tout au long de l'année 2024, les opérateurs de marché pensent que ça va être un petit peu plus rapide. Je pense que ce ne sera pas plus rapide. Dès lors, il y aura très probablement 2024, si jamais Jérôme Powell fait bloc et fait front, en tout cas la Fed fait front à l'ensemble des opérateurs et au marché, à ce moment-là, il restera d'avoir un petit peu de swing, et pourquoi pas une année 2024 un petit peu biaisée, ou un petit peu retraçante, morose éventuellement, pour à la fin tous nous surprendre, notamment du côté des crypto-actifs, puisque je reste toujours dans cette idée d'intercycle. Et les intercycles, c'est ça monte et ça baisse. D'ailleurs, je vous le redis, j'ai pas dû vous le dire juste avant, mais ça se passe toujours comme ça. Bitcoin donne la direction, ensuite les stablecoins reprennent avec les institutionnels et les gros portefeuilles de la liquidité. Donc c'est les stablecoins qui vont commencer à remonter, c'est exactement ce qu'on a vu. Et ensuite, les cryptos et nos altcoins préférés, pump, tout simplement. Donc c'est cette phase-là. D'abord Bitcoin, ensuite les stablecoins, avec des retracements vis-à-vis de Bitcoin, et après c'est l'explosion au niveau des altcoins. Donc est-ce qu'actuellement on est en train d'observer un retour, on va dire, à l'intérêt par rapport à nos stablecoins? C'est pas violent, hein. Je vous le dis en toute franchise. Donc ce qu'il faut voir, c'est potentiellement une baisse au niveau du Bitcoin, derrière une explosion au niveau des stablecoins et de l'agrégat des stablecoins, et ensuite, voir continuer à avoir augmenté, et toutes nos altcoins vont littéralement exploser, ou en tout cas une grande partie d'entre elles vont littéralement exploser. Ou en tout cas revenir sur une forme de consensus et de neutralité. Après, il faudra éventuellement les arbitrer pour pouvoir aller chercher les excès et de superformer le marché, et à quel point ça va être extrêmement difficile. Je le dis toujours pareil, et je reviens sur le côté sentiment et psychologique. Il faut comprendre quelque chose, c'est que ça a plutôt bien marché au niveau du S&P 500 hier, donc une magnifique bougie pour potentiellement aller chercher les ATH. Et pourquoi c'est complètement possible d'aller chercher les ATH? Parce que le sentiment est extrêmement baissier. Vous prenez le sentiment en fait des opérateurs du marché et du retail, ou ce qu'on appelle la dump money, Wall Street 24%, enfin 24% long, 67% short. Vous avez la France 440 qui est complètement massacrée. Alors oui, on peut le voir par rapport à la conjoncture vis-à-vis du luxe, mais vous avez le DAX qui est complètement éclaté, vous avez l'US 500 qui est complètement... Enfin, vous avez compris l'histoire. Tant qu'il n'y aura pas réellement de certitude, et on ne soit pas net long pour pouvoir en fait offrir, notamment les institutionnels qui ça fait des années, en fait, des mois, voire des années, qui continuent à accumuler sur les creux au niveau du S&P 500, il faut bien à un moment donné les vendre, hein, même sur les GAFAM, et il faut que ça retrouve un intérêt, une forme de, pas forcément de rationalité, mais d'optimisme. Voilà. Pas euphorie, mais l'optimiste. Et il n'y a que comme ça que les gros portefeuilles peuvent vendre en fait leur bague. C'est d'avoir de l'optimisme. Et le retour au niveau du retail. Et on commence à le voir. Je vois pas mal de personnes qui tweetent sur Twitter leurs messages de potes, de cousins, de frérots, etc. Il dit c'est quoi cette crypto, l'USDT, est-ce que c'est un peu intéressant pour l'avenir? L'USDT, c'est un stablecoin. Bon, les gens n'y comprennent pas, mais c'est normal, il ne faut pas leur jeter la pierre. Mais c'est juste intéressant de voir des cryptos un petit peu humoristiques, enfin des messages, des textos un petit peu humoristiques qui reviennent et qui sont partagés sur Twitter, parce qu'on sent qu'on est réellement dans cet intercycle. Et généralement, c'est les premiers piégés, parce que eux, il faut surtout pas qu'ils rentrent dans le marché. L'objectif, c'est de les dégoûter très très rapidement. Parce que c'est eux qui vont faire le relais pour dire non, n'y va pas, j'y suis allé il y a 6 mois, c'est mort. C'est mort, j'ai perdu 30% de mon capi, laisse tomber. J'ai mis 1000 balles, j'ai perdu 700 balles. N'y va pas. Et c'est au moment où en fait j'ai eu raison beaucoup trop tôt que là on commence à aller chercher et puis après on y revient. Mais au lieu d'acheter du Bitcoin à 44 000 ou 42 000 $, l'objectif de ces gens-là qui commencent à se réintéresser ou s'intéresser aux cryptos en étant à l'extérieur, c'est de les faire acheter à 70 ou 90 000 $. Parce qu'en fait, ils auront des convictions à ce moment-là. J'ai eu raison trop tôt. Je savais que ça allait pumper, et à ce moment-là, vous créez des billets tellement forts que c'est très difficile de revenir à la raison. Dites-moi dans les commentaires si c'est à peu près ce que vous avez vécu. Vous avez entendu parler, vous avez contacté un proche qui était déjà et que vous saviez qu'il était dans des crypto-monnaies. Il vous a peut-être dit un peu risqué, un peu chaud, pour l'instant on n'a pas vraiment les confirmations, etc. Généralement on est assez prudent, surtout pour celles et ceux qui se sont fait vacciner. Et est-ce que oui ou non,
Mais il y est allé, il a mis 1000 balles, il a reperdu en 2019, je ne sais pas, 50 ou 70% de son capi, parce qu'il a entendu parler de Dogecoin ou j'en sais rien, et puis derrière, en fait, il y est revenu, mais de façon extrêmement forte. Et est-ce que c'est peut-être pas vous, finalement, à qui je pense aujourd'hui et de qui je parle aujourd'hui? Et vous avez renforcé de façon extrêmement vive, notamment sur les tops de marché, vos certitudes pour dire j'ai eu raison tout simplement beaucoup trop tôt. Tout simplement. Faites attention à ça. Bon, bah, j'ai fait tout ce que je voulais vous dire, hein, pas plus de choses. On commence directement par ce top crypto. On va prendre une dizaine, une quinzaine de minutes ensemble. On commence par CAPS. C'est Dimitri qui voulait qu'on parle de CAPS. CAPS, 26 millions de market cap, 50% des jetons qui ont été libérés. C'est un projet français. On va aller tout de suite le voir, notre ami CAPS, ici. Je le résume très rapidement, hein, c'est une version numérique, si vous voulez, digitale, qui est basée sur les technologies blockchain, des capsules temporelles. Vous vous rappelez, il y a dans les débuts des années 2000, c'était vraiment la mode où tout le monde mettait des trucs dans le jardin, dans des capsules temporelles. On en retrouve aujourd'hui des trucs qui datent depuis une cinquantaine d'années, mais c'est vrai qu'on avait l'habitude de mettre des photos, des trucs, des clés, des pièces, des billets, et capsules temporelles, tu ne pourras l'ouvrir que dans, je sais pas, 20 ans, etc. Bon, le problème, c'est comment on peut en fait certifier que la personne ne l'ouvrira que dans 20 ans. Évidemment, c'est pas compliqué, c'est assez difficile à prouver. Donc CAPS permet en fait de réaliser ça. En somme, vous allez mettre et vous allez bloquer des NFT, des tokens, à peu près tout ce que vous voulez qui se trouve aujourd'hui dans le numérique, et vous avez la possibilité d'y mettre tout simplement une timeline. Donc ça travaille sur Polkadot, blockchain Polkadot, et également avec Link, l'oracle Link, pour donner la véracité, la vérité de toutes les données qui y seront passées. Donc ça permet de donner finalement des cas d'utilité, un petit peu, j'ai envie de dire, exotiques, à tous ces NFT, de transférer de ce qui se passe dans la vie réelle dans le monde numérique et digital. Je trouve ça plutôt pas mal. C'est un très très bon projet qui est résilient. Personnellement, je suis personnellement investi au sein de CAPS. Les structures sont parfaites. On vient pas rechercher les précédents lots. On fait des magnifiques petits trucs. Je pense que clairement, ça peut avoir une forme de hype par rapport à un renouveau un petit peu comme si vous, alors ça peut-être un petit peu tiré par les cheveux, mais si vous prenez en fait dans la cour d'école, vous savez les billes. Bah en fait, des fois, tout le monde veut jouer aux billes, et puis à un moment donné, du jour au lendemain, plus personne veut jouer aux billes. Et vous savez pas pourquoi, 2 ans plus tard ou au printemps d'après, bah, tout le monde veut rejouer aux billes. Bah, ça me fait penser un petit peu ça, tous ces narratifs et cette cyclicité d'euphorie qu'il y a par rapport à juste un thème d'actualité. Et peut-être que les NFT vont l'être, hein, un petit peu comme c'est je joue aux billes, non mais les NFT c'était nul avant, ou les billes, en fait c'est nul les billes. Bah finalement non, c'est génial les billes, parce que plus il y a de monde qui y joue, bah, plus en fait on a envie de jouer. Vous comprenez ce que je veux dire? Et probablement que CAPS, notamment Terra Nova, devrait en profiter. Parce qu'il propose des cas d'utilité assez exotiques par rapport à ces technologies-là. Donc je valide complètement CAPS, Dimitri. Il n'y a aucun problème avec ça. C'est une toute petite capitalisation, donc ça peut faire des trucs relativement féroces. On va regarder où est-ce que j'étais positionné moi, au niveau de CAPS. Terra Nova, on va enlever Shimoku Kinkoyo, on peut passer en weekly, je vais reprendre au niveau de mon truc, voilà, bah, je suis ici, 16 centimes, on n'est pas très très loin d'aller chercher, non, on n'est pas allé chercher les 110%, et bah tant pis pour moi, hein, c'est pas grave, on sera un peu plus patient. Ah si, mais on les avait déjà pris, je les avais pris déjà initialement, ou j'avais repris Cap. Bon, je sais plus du tout, bon, c'est pas très très grave. L'ICO qui avait été émis le 28 mai 2021, c'était à 0,0008 centimes, donc un tout petit peu plus aujourd'hui. On était parti rechercher les derniers survivants de CAPS qui n'avaient malheureusement pas eu le temps de prendre des profits. S'il y avait eu des vestings, mais il ne me semble pas qu'à l'époque, en 2020, il y avait beaucoup de vestings, etc. Donc on distribue magnifiquement bien listé, c'est super, notamment sur des gros échangeurs type crypto.com. Et puis derrière, on attend de la latéralisation. Vous avez un magnifique range, zone de rechargement écho d'un range précédent. Bah honnêtement, plutôt propre pour éventuellement s'y intéresser. Encore une fois, allez-y. Si vous n'avez pas de NFT, honnêtement, si vous ne croyez pas aux NFT, vous ne croyez pas à CAPS et vous passez votre chemin. Par contre, si vous avez des NFT, éventuellement, allez vous y intéresser. Si vous avez des enfants, est-ce que je pourrais mettre un NFT d'une carte Star Wars que j'ai acheté sur OpenSea? Est-ce que ça peut être intéressant, etc. Oh, c'est génial pour dans mon fils dans 20 ans. Bon, j'en sais rien. Ça peut être en fait, je le résume, une capsule testamentaire temporelle, si vous voulez. Ça peut être éventuellement ça. Et bien sûr qu'il y a plein de choses qui vont très probablement autour de l'écosystème Terra Nova continuer à apparaître, notamment vis-à-vis de la digitalisation et surtout des NFT. Voilà, pas plus de choses à dire. ING. Donc Dimitri, tu voulais également qu'on parle de ING, 2,6 milliards. Bon, c'est clairement un projet porté par Binance, c'est de la DeFi. Donc c'est d'ailleurs, ils ont fait leur propre échangeur décentralisé. On en avait déjà parlé de Injective, hein, écosystème. Ils ont fait leur propre échangeur qui s'appelle je ne sais plus quoi, qui s'appelle, comment il s'appelle cet échangeur? On va le regarder, écosystème. Particulier, explorer l'écosystème, acheter Engine, que c'est quoi? Je ne sais plus.
Institution, écosystème, explorer l'écosystème, construire une entity, non, bah, je ne sais plus comment il s'appelle. Look. Ah, Helix, c'est ça. Oh là là, j'y étais pas. Voilà, c'est la Helix App. Donc concrètement, hein, vous prenez toujours le concurrent direct. Le concurrent direct de ce truc-là, bah, c'est DYDX. Est-ce que vous pensez que Helix App est mieux que DYDX? Est-ce qu'au niveau de l'apport de liquidité, au niveau du volume, au niveau de la résilience, au niveau de la rapidité, au niveau des frais, au niveau de tout ce que vous voulez? Voilà, la question reste complètement ouverte, c'est clairement ce que vous voulez voir. Donc si aujourd'hui vous êtes full DYDX, et bah regardez et allez regarder un petit peu ce qui s'y passe du côté de Enginting, mais je pense que peut-être qu'actuellement il y a un arbitrage, au même titre que DYDX, et on avait un petit peu mis le haut là par rapport à une très forte dilution, enfin pas dilution, mais un dropping assez conséquent de plus de la moitié des tokens sur DYDX. Bon, on voit que ça n'a pas trop réagi. Je pense qu'il y a un arbitrage qui est en train d'être fait entre DYDX et ING. Et bah, quand on arrivera peut-être au top vis-à-vis de ING, et bah tout ça, ça ira se mettre dans DYDX. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on est toujours sur un intercycle et jusqu'à preuve du contraire, on va essayer de chercher des hauts de range qui sont maintenant relativement hauts. Et on va le regarder ici, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Donc on n'y va pas, hein. Évidemment, c'est bon, c'est trop tard. On dit ouais, c'est génial, bravo à toi, tu fais tes nouveaux ATH. Bon, bah, beaucoup probablement un petit peu à l'image de nos crypto-actifs actuels. C'est pas possible, ça doit monter aussi haut, donc je short. Et bah faites-le, vous ne ferez que alimenter la hausse parce qu'on ne se met pas devant un TGV. Voilà, donc il y en a un paquet qui ont dû perdre des dents ici. Parce que peut-être que vous savez tellement de choses et vous êtes tellement convaincu que ING, bah derrière, c'est beaucoup moins bien que DYDX, c'est beaucoup moins bien que toutes les blockchains de finances décentralisées, que c'est cher, que c'est machin, que c'est lent, que c'est tout ce que vous voulez. Enfin, ceci étant dit, ils mettent en place des consensus, notamment de Tadomine, de Proof of Stake, pour avoir de la, comment s'appelle, la finalité quasi instantanée. Donc pour le coup, bah, c'est plutôt propre. C'est clairement le gros défaut aujourd'hui des échangeurs décentralisés, c'est la finalité instantanée qui est nécessaire, notamment dans des carnets d'ordre. Donc à vous de voir. Hein, c'est toujours la même chose. Maintenant, si je devais me positionner sur ING et que je voulais éventuellement arbitrer avec DYDX, bah, je vendrais actuellement plutôt du ING pour acheter du DYDX personnellement. Je peux parfaitement me tromper, hein, mais techniquement, je trace mes fibos et j'attends tout simplement que le coco il revienne aller chercher ma zone de rechargement éco. Et en plus, ça rime. Donc, 0,686. Vous penserez à moi quand on sera à 5 $ sur ING dans 6 mois. 4 mois, 6 mois, 6 $, on pense à moi. On le note. Je peux complètement me foirer, mais honnêtement, ça, c'est un peu bullesque, quoi. Hein, on fait des magnifiques climax run, et puis généralement, on vient chercher la liquidité jusqu'au dernier zigoto qui sera prêt à acheter. Voilà. Parce qu'il faut juste se poser la question. C'est dans les 6 derniers mois, qu'est-ce qui réellement s'est passé de structurellement sur cette blockchain, sur ce projet-là? Bon, il y a eu pas mal de news très positives, mais techniquement, c'est rattrapable, quoi. Les concurrents peuvent rattraper sans aucun problème et en un minimum de temps ce truc-là, quoi. Voilà. Donc, c'est super, c'est le turfu, c'est génial. Personnellement, je ne m'y approcherai pas personnellement, surtout pour l'acheter, encore moins pour le shorter. Par contre, si ce truc m'intéresse parce qu'on voit que ça brille, à ce moment-là, on s'y intéresse fondamentalement et on trace nos zones et on rachètera dans une forme de latéralisation. Et la latéralisation, bah, on l'a eu en fait ici. Si vous étiez en fait là-dedans, en février 2021, on se dit « Ah, c'est génial, hein, il faut absolument l'acheter, machin, etc. » Bah, avant de retrouver déjà votre break-even, bah, il a fallu un petit peu de temps, hein, pour le coup, parce qu'on pense que ça va partir to the moon, etc., et que ce machin va valoir 100 milliards de market cap. C'est pas impossible, mais en tout cas, ça l'a pas produit encore aujourd'hui. Mais vous aviez en fait la possibilité de vous repositionner sur cette forme de latéralisation, voire éventuellement prendre le play ici. D'ailleurs, un magnifique Deadcan Bounce, et puis derrière, on vient chercher les nouveaux plus bas. Donc faites attention à ça, on ne prend pas des TGV ou des fusées, on prend bien sûr une latéralisation, et celles et ceux qui voulaient s'y positionner, peut-être un image un petit peu d'autres cryptos qu'on va aborder, c'est exactement ce qui s'était passé. Donc on ne change pas finalement la mécanique rationnelle de l'investisseur, et on attendra tout simplement ça. Maintenant de prendre là, bah, le seul problème que vous allez en fait avoir, je ne sais pas si on a un peu plus d'historique sur d'autres... Oui, on a un peu plus d'historique. Vérifie ici short. Ah bah on l'a vérifié. Et c'était... Voilà. Peut-être qu'on avait déjà parlé pour le shorter. Donc bah non, il fallait pas le shorter puisqu'on a fait un nouveau plus haut ici. Et on est parti chercher tout simplement de la surachat. Donc
on n'y va pas, quoi. En plus, il y a des volumes qui sont croissants ici. Oh, c'est formidable. Très peu de liquidité, et puis derrière, on peut vraiment le faire pumper. Donc ça, on l'efface. D'ailleurs, ça n'a pas sonné, mon petit truc, ou peut-être que ça a sonné, mais j'y ai pas fait, j'ai pas pris attention. Tant pis. Voilà. Donc, les magnifiques périodes de une petite distribution, une petite respiration là, et clac, ou ça dans une zone de rechargement de vente logique, bien sûr, long terme. Hein. On ne change pas une équipe qui gagne, c'est 0,618, généralement ça marche bien, et puis bam. Peut-être que Bitcoin va faire ça, faites gaffe quand même. Mais voilà, soyez patients et soyez spectateurs. On est exposé, on est dans le train, donc c'est pas le moment d'aller chercher ce type de play. Le seul problème, c'est de pouvoir se retrouver avec un moins 70%, quoi. Voilà, ou moins 80%. Et ça, en l'espace de 3 semaines, un mois, moins 80%. Il faut les tenir quand même. Maintenant, si vous êtes déjà dans le train, et que celles et ceux qui m'en ont parlé, parce que c'est pas la première fois qu'on en parle d'Ingentive, qui se sont positionnés là-dedans. Première chose, ceux qui ne sont pas, on a loupé le train. Basta. Ceux qui y sont, s'il vous plaît, prenez des profits. Prenez des profits, bien évidemment. Et si vous voulez que je vous donne une petite astuce de prise de profit, si on est vraiment reparti dans la stratosphère de la stratosphère, pensez à moi, s'il vous plaît, lorsqu'on sera aux alentours des 45 $. Voilà. Si on arrive aux 45 $, honnêtement, moi, c'est massif profit. Hein. Je prends 50% des 50% que j'ai déjà pris précédemment par rapport aux 110%. Ça, il y a 50% de la position qui saute à 45 $. Mais ça ne veut pas dire que ce sera le top. Ça voudra tout simplement dire que je prends des profits et que des gens sont d'accord pour m'acheter mes tokens que moi j'ai acheté à 2 $ à 45 $. Les gens seront d'accord pour acheter vos tokens que vous avez achetés à 2 $, 45 $. C'est quand même pas mal. Faut pas être trop gourmand. Attention à ça. On continue avec Perigo Offshore. Peri Offshore. Ok. Tu voulais qu'on parle de PYTH, P-Y-T-H. Ça s'appelle PYTH. PYTH, je ne sais pas comment on pourrait le prononcer. Bon, c'est pas très très grave. Mais on va en parler de ce nouvel oracle. On a presque envie de dire incontournable, concurrent direct de Chainlink. Allons voir. Plutôt intéressant aussi d'y aller faire un tout petit tour. Avec notre copain, on en avait déjà parlé il y a quelques temps. Est-ce qu'on peut se positionner ouais, j'ai envie de dire, why not, hein, on peut carrément se positionner là-dedans. Il faut juste aller regarder un petit peu où on sont, pardon, si on a quelques informations au niveau des vestings, etc. Ils sont à combien les cocos là? On va regarder ça de suite. Non, il n'y en a pas. On va pas aller le regarder là, on va le regarder sur Drop. Prenez les sites que j'utilise. Ça permet en fait d'approfondir de façon extrêmement rapide. Oui, en l'espace de 30 minutes, on fait 4 cryptos en recherche fondamentale. Donc on n'est pas allé chercher qui sont les utilisateurs, qui sont les fondateurs, etc. Ça, c'est assez simple aujourd'hui à retrouver. Mais techniquement, c'est clairement ce qu'il faut faire de façon systématique. On n'en a pas? Si, on a multicapital, ok, il y a qui dedans? Donc on ne sait pas. Prévaluation, on n'en sait rien. Bon, peu importe. Token 1 milliard, private, bon, on ne sait même pas combien, 10% du supply. Ah, Jump Trading, d'accord. Eh ben, c'est formidable. Jump, ils peuvent pousser leur token sans aucun problème. Je pense qu'ils ont les fonds nécessaires pour le faire. Actuellement, une forme de latéralisation. Il ne faut pas le prendre tel... Alors, on part du principe qu'il n'y a pas vraiment eu d'ICO, etc. Ok, pas de problème avec ça. Donc, du Proof of Stake, c'est un oracle. 611 millions de dollars de tokens de market cap aujourd'hui, on va partir 15% des tokens qui ont été libérés, on l'a vu juste avant par rapport à la dilution, ça restera relativement constant, il faut tout simplement le comparer immédiatement avec Chainlink. Donc Chainlink, c'est le concurrent direct. Donc est-ce que ce truc peut valoir, je vais dire une bêtise, 50% de notre ami Chainlink? Bah ouais, 3 milliards, enfin 4 milliards, ça ferait un fois 7 par rapport à Pi. Maintenant, au niveau de l'existence de ce token vis-à-vis de Chainlink, il a encore tout à prouver, on va pas se mentir. Maintenant, il serait dit, dans les milieux autorisés qui s'intéressent de plus en plus à PYTH, il est tout simplement plus performant et moins cher pour faire exactement la même chose. Donc, et d'ailleurs, il irait peut-être même un peu plus loin pour apporter de la data, notamment sur les commodities, notamment sur le supply chain, notamment sur... En fait, ils veulent ouvrir dans le web, etc. Donc, ils veulent vraiment ouvrir, avoir cette espèce de transalité entre le monde du Web.3 et le monde du Web.2, voire de la vie réelle. Donc ça, c'est un truc que Chainlink ne fait pas, ou fait moins probablement, et eux communiquent là-dessus. Donc je trouvais ça vraiment, vraiment intéressant.
Et d'ailleurs, on peut se poser la question, pourquoi ça a eu autant de mal à partir au niveau de PYTH? C'est en fait, ça a été créé sur la blockchain Solana. Donc comme il y a eu vraiment les signes noirs, notamment vis-à-vis de FTX, ils ont créé leur propre blockchain qui s'appelle PYTHnet. Et ça a eu un petit coup d'éclat vis-à-vis de la blockchain. Et ça a plutôt bien fonctionné. Donc pour l'instant, le testnet fonctionne plutôt bien. Donc est-ce qu'éventuellement on peut y mettre quelques petites billes là-dedans? J'ai envie de dire why not, hein. J'ai envie de dire clairement why not, quoi. À 0,40, 600, ce truc peut valoir 6 milliards, ce truc peut valoir 8 milliards, surtout que Chainlink a vécu bien plus haut, hein. Chainlink, il a fait 30 milliards ou 40 milliards à un certain moment donné. Donc, si on veut se positionner là-dedans, parce qu'on veut éventuellement, pas forcément arbitrer Chainlink, mais éventuellement essayer de trouver un collatéral moins liquide, qui peut-être va réunir beaucoup d'intérêt sur un seul instant T, en l'espace de 3 mois, pour nous exposer le token, moi je valide en fait, pour être tout à fait honnête avec toi. Maintenant, les aficionados de l'oracle diront Chainlink et uniquement Chainlink, au même titre que les aficionados diront Bitcoin et uniquement Bitcoin. C'est comme ça. Peut-être que ce truc ne fera strictement rien. Ça dépend qui est derrière, mais bon, il y a Jump quoi derrière. Donc à mon avis, ça peut éventuellement plutôt bien fonctionner. Surtout qu'actuellement, voilà, sur Radium, donc Solana, et sur Kraken, sur KuCoin, peut-être que ce truc sera listé demain sur Binance, sur Coinbase et sur tout ce que vous voulez, et ça pourrait très bien fonctionner. Voilà, parce que clairement, on ira chercher ici la liquidité. Donc une forme de latéralisation. Donc c'est tout nouveau au niveau du listing, etc. Mais honnêtement, je valide complètement. Et il ne faut pas avoir peur de se positionner. Maintenant, si vous voulez mon play, pour pouvoir moi me positionner sur non, c'est pas ça que je voulais mettre. C'est pas du tout ça que je voulais faire. USDT, c'est sur quoi? Kraken? Allez, Kraken, ok. Si je veux me positionner là-dessus, je fais exactement toujours la même chose. On cherche les zones de rechargement d'achat. Donc, je ferai mon Fibo. À votre avis, ils ont acheté combien le token? 0 à mon avis, hein, si vous voulez vous le faire lisser, c'est-à-dire vous le payez, donc vous mettez 0 ici. Alors si vraiment vous voulez pas mettre 0, vous mettez 0,01. C'est à peu près pareil. Et on cherche quoi? Une zone de rechargement d'achat. Parce qu'on en revient par rapport à cette scénarisation cyclique d'intercycle, pour dire que probablement que nos cryptos vont un petit peu se dégrader pendant toute l'année 2024 avant d'aller chercher les excès. Donc, s'il vous plaît, pensez à moi si celui-ci venait aux alentours des 20 centimes. Personnellement, je ne me positionnerai pas avant. Je vais peut-être le louper, ce truc-là. Je vous le dis franchement, peut-être que ça va faire ça. Et ça va, c'est pas grave, je suis vacciné du loupage. Moi, j'en ai loupé tellement, donc ça ne me dérange pas. Et tant pis. Et je ne le prendrai pas. Mais c'est clairement comme ça que je tente rationnellement de pouvoir me positionner sur quelque chose que je maîtrise. Fibonacci, zone de rechargement d'achat. Si vous n'avez pas l'historique, alors l'historique est de 0. Tout simplement. Surtout, c'est ce truc à lever des fonds, etc. Avec des tokens qui devaient probablement coûter 0, quoi. Ou en tout cas très proche de 0. Voilà pour ça. On fait une dernière petite crypto et on finira là-dessus. On aura fait une vidéo un petit peu plus longue que prévu, mais au moins vous avez exactement toute ma représentation et mes techniques pour pouvoir me positionner. Dès que je vois un truc comme ça, je tire mon Fibo à partir de 0 et en avant gagnant. Pensez à moi quand ce sera dans une zone de rechargement. Si je vous le fais, c'est que ça a très souvent fonctionné. Voilà, ça a très souvent fonctionné. Or, année cyclique. Donc ça veut dire que comme on est encore en 2023, je dirais que fin 2024, il faut éviter de faire ça, parce qu'on va très probablement louper beaucoup de ce type de token. D'ailleurs, j'en pense à un de façon logique, qui nous a tellement ébloui. Solana, évidemment. Donc si on revient un petit peu dans le passé, et qu'on revient là-dedans, est-ce que lui ou pas nous avait donné la chance de pouvoir... C'était arrivé en avril 2020, hein, donc partir du principe que c'était... c'était au niveau de comme si c'était avril 2024 pour nous, donc au niveau du comment ça s'appelle, de la ligne, tout simplement. Donc on va chercher 0 ici et on y est et on n'y est pas allé. On n'y est pas allé, mais on n'y est pas allé de très très loin. Donc techniquement c'était éventuellement une latéralisation. Voilà, pour celles et ceux qui veulent le jeu. Et puis on parle d'un truc ici qui pesait 50 millions de dollars de capitalisation. Donc c'était vraiment que dalle. Mais vous voyez en fait ce petit truc-là. Donc je pense qu'on peut l'avoir pour 2024. Mais si ça commence réellement à aller au niveau de l'halving, toutes nos cryptos qui commencent à être listées, etc. D'ailleurs, je suis halluciné. Je reçoa une notification sur Bybit par jour.
pour des tokens que je n'ai jamais vus ni d'Eve ni d'Adam qui sont listés. Honnêtement, ils sont en train de se ficher de nous, très probablement, pour nous dropper en fait des tokens dans la tronche, apporter notre propre liquidité pour se faire dump la gueule dans pas très très longtemps, je pense. Honnêtement, c'est des trucs qui trompent pas. Je ne sais pas si vous avez regardé la multiplication, je crois que sur KuCoin, c'est 10 cryptos par jour qui sont listés. Ils sont dans l'œil du démon, encore une fois, avec les Américains et tout ce que vous voulez. KuCoin, je sais pas, ils doivent avoir 1200 maintenant tokens listés sur leur plateforme. Je sais même pas comment ils trouvent la liquidité pour éventuellement les lister. Honnêtement, peut-être des surprises demain. Je dis pas que c'est un mauvais échangeur, hein. C'est là depuis très longtemps, donc il n'y a pas de problème. Mais ils listent 10 tokens par jour, quoi. Enfin, il faut arrêter le délire 2 minutes. 10 tokens par jour. Même 8, un token par jour, je trouve ça juste dingue, quoi. Franchement. Bon, bref, peut-être que je suis pas dans le bon train, peut-être que tout va exploser littéralement, mais honnêtement, ça trompe pas ces trucs-là, quoi. On essaye de nous envoyer, on nous envoie du flux, en fait, on nous envoie des cacahuètes pour éventuellement essayer de nous positionner un petit peu dans l'émotion, parce que c'est clairement de l'émotion, hein. Vous voyez sur votre truc, vous ouvrez votre application, vous voyez 842%. Ok, d'accord. C'est quoi ce truc? Ça vient d'être listé. Bah, ça a l'air bien. Éventuellement, je vais y mettre 100 balles ou 1000 balles. Faites attention à ça, bien évidemment. Donc, même si on a failli avoir ce petit retour en fait dans une zone de rechargement d'achat sur Solana, on ne l'a pas eu. Donc, je pense qu'on l'aura sur 2024. Mais d'ici avril, mai, juin 2024, à mon avis, on les aura probablement plus. Et c'est très souvent ce type de crypto, ce type de listing qui se positionne, mais aux petits oignons, dans une forme de temporalité parfaite, pour aller nous chercher des excès très rapidement. Voilà. Ça ne veut pas dire que derrière, on ne pourra pas revenir dans une zone de rechargement d'achat, hein, évidemment. Mais faites attention par rapport à ça, quoi. Voilà. J'espère que je vous ai aidé. On finit juste avec une toute petite crypto-monnaie qui s'appelle DREP. C'est Lone Wolf qui voulait qu'on en parle. On n'en a jamais parlé. Alors c'est étonnant, parce que si on n'en a jamais parlé, moi je l'avais noté, en fait, ce truc-là, notamment sur rien, vous voyez, en rouge. Et rouge, ça veut dire crypto en attente. Et ouais, rouge, ça veut dire crypto en attente. Donc j'avais juste noté microcap, donc il semblerait que ce soit une microcap. Honnêtement, c'est exactement le type de token qu'on cherche, quoi. Alors, je me pose quand même une petite question. Ça, j'ai pas l'impression que ce soit réel. Je te le dis en toute franchise, je suis quasiment même sûr que ce truc n'a pas valu et qu'on ne pouvait pas le trade à 0,1 centime. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais si je me trompe, Lone Wolf, toi qui m'as proposé cette crypto, dans laquelle tu t'es d'ailleurs renforcé, et je pense que c'est pas une très mauvaise idée pour être tout à fait franc avec toi, je pense que tout ça c'est du fake. Ou en tout cas peut-être pas du fake, mais c'est pas pour nous, quoi. Puisque si on va chercher DREP, je vous expliquerai un petit peu après ce que c'est DREP, puisqu'on va faire une petite analyse fondamentale quand même derrière. Bon, bah, ce truc-là, au niveau des ICO, etc., a été mis à disposition à 30 centimes pour le public sale ICO 77 centimes, public private sale 62, etc. Vous avez compris qu'on est en perte, quoi, en fait, là-dessus. Grosso modo, ça a été, les tokens ont été proposés à la vente en 2018 et 2019 aux alentours des 50 centimes de dollars. Donc j'ai comme un doute en observant ce machin-là qui a valu 1 centime, quoi, ou 0,001 centime. Maintenant, ça a été listé sur à la fois Binance et à la fois Coinbase. Et si je vais chercher Coinbase, c'est pour ça que c'est intéressant, on a bien lissé le truc aux alentours des 50. Donc le listing a été fait au pire moment, probablement janvier 2022. Est-ce qu'ils étaient prêts, est-ce qu'ils n'étaient pas prêts? Est-ce que je ne sais pas, ou est-ce que je me trompe? Très bonne question. Donc techniquement, ça a bien listé ici au niveau de Coinbase. Donc au-dessus du prix au niveau de l'ICO. Donc est-ce qu'il y avait une période de vesting? Je ne l'ai même pas regardé, on peut éventuellement le regarder ensemble, s'il y avait du vesting là-dessus. Hop. Donc vesting, une lock, ok, bah il y a encore une période de vesting, ok. Moi, ils n'ont même pas commencé. Donc franchement, c'est plutôt pas à 100% pour private sale. Ah ouais, 100% aussi, ok, d'accord. Donc tout le monde a réussi à délister. Et après, c'est juste la community, la team et la fondation. Bon, d'accord. Donc tout le monde a réussi à, entre guillemets, à sortir quelques tokens. Pas forcément en grand profit, mais quand même en profit. Donc tu vois, hein, c'est clairement ça. On laisse la chance au produit. Finalement, il part pas, il dégomme. Les grosses whales font un exit liquidity et puis derrière, on va sell le marché. Bon, ça, c'est plutôt pas trop mal puisque le truc, il n'est pas à zéro. En fait, il revient par rapport à son socle d'ICO d'il y a 3-4 ans en arrière. Et vraiment, c'est quelque chose de très positif. Parce que ça veut dire qu'ils ont eu le temps de bosser et de bosser sereinement. Puisque ça a clairement latéralisé au niveau du prix d'ICO. Donc est-ce qu'il y a maintenant suffisamment de volume? Est-ce qu'il y a suffisamment de tout ce que vous voulez? On peut aller le regarder ensemble. Donc c'est pas une grosse cape, hein. Ce machin peut complètement
complètement explosé littéralement. On parle d'un truc à 14 millions de dollars. Mais un truc à 14 millions de dollars. Avec 4 millions de volume. Probablement du watch 14 millions. 14 millions de market cap, derrière, il y a 5 millions de volume. Oh, honnêtement, on va pas se mentir. Ce truc, c'est pipeau, quoi. On peut pas dire que... Vous savez que Binance est passé en dessous, enfin, n'est plus aujourd'hui le plus gros échangeur mondial. Hein. C'est plus lui. Je crois que c'est Coinbase maintenant, en termes de volume et en termes de... Ouais, en termes de volume. Donc, bon, faut arrêter de nous prendre pour des billes quand même avec votre watch training. Donc, techniquement, on peut pas partir du principe que sur Coinbase, il y a 300 000 et là, il y en a 20 fois plus, quoi. Enfin, bref. On va passer. Bon, techniquement, ça veut aussi dire que s'il y a beaucoup de volume sur Binance, ça veut dire que probablement qu'on excite les algorithmes. Et le fait d'exciter les algorithmes sur de la faible capitalisation, accroche ta ceinture parce que ça risque de pump très fort. Voilà. C'est typiquement le genre de truc qui peuvent faire, bah ça. Voilà. Ça peut faire un truc comme ça. Boum! Voilà. Donc merci de nous en avoir parlé. Est-ce que ça veut dire qu'il faut réellement se positionner dedans? On va le reprendre ensemble. Sur un investissement de 0,2% du capital d'investissement par rapport à son listing, notamment sur Coinbase, et qu'on n'a pas encore son délisting, puisque sinon on l'aurait vu passer et le truc perd 70 ou 80% à l'espace d'une seconde. Donc faites attention à ça. Le seul risque, c'est clairement le délisting. Sinon, on peut éventuellement s'attendre à ce type d'explosion haussière. Bon, c'est une blockchain d'infrastructure, on travaille sur deux positionnements, l'interopérabilité et l'intégration d'applications, notamment des applications à très faible coût, en fait, puisque tout est répertorié dans l'écosystème DREP. Ils ont même d'ailleurs créé une espèce de boîte à outils qui permet à des personnes, pas forcément développeurs très expérimentés, de pouvoir tout simplement avoir des accès pour y mettre des NFT, pour faire plein de choses dessus. C'est en fait assez large. Bon, ça reste un truc d'infrastructure, quoi, tout simplement. Mais c'est une blockchain qui a eu le temps, en fait, de gagner en résilience. Je pense que c'est ça qu'il fallait bien comprendre. Ouais, d'ailleurs, on parlait tout à l'heure des NFT. En fait, vous avez la possibilité de positionner dans des pools de liquidité votre NFT. Et plus votre NFT est rare, et plus vous recevez des récompenses. Oui, la rarification, la rareté de votre NFT placé dans un pool, tout simplement, en jalonnement, vous permet d'avoir des récompenses plus importantes, notamment en DREP. Donc c'est super intéressant, ça permet d'avoir une forme de, encore une fois, peut-être des cas d'utilité, comme on l'a vu avec CAPS, mais qui sont complètement différentes ici, par rapport à cette blockchain-là. Bon, je rappelle d'ailleurs ce que c'est le jalonnement, pour ceux qui ne le savaient pas ou pour un rappel, c'est tout simplement la possibilité de gagner des revenus passifs en contribuant à des pools de liquidité à partir d'une chaîne de blocs de preuve d'enjeu. Le proof of stake. C'est ça le jalonnement. D'accord? Voilà, donc ok, je garde ça clairement sous l'œil. Il m'en faudra beaucoup plus pour éventuellement essayer de me positionner dessus. Mais waouh, c'est vachement beau, quoi. C'est vachement propre. Le truc, il est en train de latéraliser. Ça me fait penser à Dogecoin, le machin. Et honnêtement, je ne serais pas surpris que ce machin fasse un truc comme ça. Alors, je vais pas faire ça. Je ne serais pas surpris que ce truc-là fasse un truc comme ça. Je serais pas surpris. Mais il faudrait une bonne news catalysante. Il faudra des informations supplémentaires et bien se renseigner sur les fondateurs, bien se renseigner sur les développeurs et comment aujourd'hui ils travaillent et comment en fait cette blockchain continue à résister. En somme, je ne vous ai pas dit et je ne le sais pas, est-ce qu'il y a eu des hacks? Est-ce qu'il y a eu des forks? Est-ce qu'il y a eu des... Je ne sais pas. Donc à vous d'aller faire ces recherches-là, mais structurellement parlant, c'est plutôt pas mal. Et ce type de choses, honnêtement, je pense que c'est un fake. Donc il faut plutôt le prendre ici. Dès lors, on peut partir du principe que cette crypto, malheureusement, n'a pas eu la chance escomptée qu'elle aurait pu avoir si elle était arrivée ou listée quelques semaines ou quelques mois avant, tout simplement. Donc je la garde sous le coude. J'espère que ça t'a fait plaisir, Lone Wolf, qu'on parle de cette crypto que, effectivement, je n'avais très probablement jamais abordée sur la chaîne des rois du Bitcoin. Et si vous voulez éventuellement aller redécouvrir des cryptos qu'on avait déjà abordées, je vous invite à aller ici sur Script Google. Vous l'avez disponible sur la chaîne des rois du Bitcoin. Par exemple, vous voulez qu'on parle d'Atom. Atom, en fait, on en a déjà parlé régulièrement. Vous l'avez ici, par exemple, la dernière fois qu'on en a parlé, c'était le 23 septembre 2023, sur le top crypto des membres en accumulation. Donc je vous inviterai à aller y faire un petit tour. Et à chaque fois que vous avez envie de voir une petite crypto apparaître, par exemple, je sais pas moi, un truc... Caps, d'ailleurs, on en avait, je crois, déjà parlé de Caps. Vous cliquez ici. On en avait également parlé le 23 et puis on en avait aussi parlé
de différentes manières. Même depuis 4 juin 2022, vous voyez que ça fait longtemps qu'on parle de ces cryptos-là. J'espère que cette vidéo vous a plu, un petit peu longue, mais je pense nécessaire. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain pour le live des rois du Bitcoin. Ciao.